Un homme élégant descend d'une luxueuse calèche, des documents de divorce à la main, déterminé à mettre fin à un mariage qu'il considérait comme une erreur. Mais en entrant dans la pièce, il se fige. La femme qu'il comptait abandonner est là, le ventre arrondi de 7 mois de grossesse. L'enfant dont il ignorait l'existence grandit en elle. À cet instant, tout ce qu'il avait prévu s'effondre. C'est l'histoire d'Hélène Dubois et Rodolphe Beaumont, un couple uni par convenance sur les terres fertiles du Val-de-Loire en 1893. Une histoire d'orgueil, d'abandon, de secrets gardés et du moment où la vérité éclate comme un orage d'été, changeant les destins pour toujours. Chers auditeurs, soyez les bienvenus à Amour d'époque, où les récits du passé prennent vie et nous font réfléchir sur l'amour, le pardon et les secondes chances. Si vous appréciez les récits émouvants de notre passé, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Nous publions de nouvelles histoires chaque jour. Avant de poursuivre, vérifiez si vous êtes déjà abonné à la chaîne et indiquez-nous en commentaire d'où vous regardez cette vidéo. Maintenant, préparez-vous à rencontrer Hélène, une jeune femme de 22 ans qui était sur le point d'affronter le moment le plus difficile de sa vie, quand l'homme qui l'avait abandonnée reviendrait non pour reconquérir son cœur, mais pour rompre définitivement les liens qui les unissaient encore. Hélène Dubois est née en 1871 dans le petit village d'Orléans, dans la région du Val-de-Loire. Elle était la fille unique de Jacques Dubois, un modeste épicier, et d'Amélie Dubois, une couturière habile qui servait les familles les plus aisées de la région. La maison où elle grandit se trouvait dans la rue principale, une simple construction en pisé, avec des fenêtres en bois peintes d'un bleu délavé, et une petite cour où sa mère cultivait des jasmins et du basilic. Dès son plus jeune âge, Hélène apprit la valeur du travail honnête. Elle se levait avant le soleil pour aider son père à ouvrir le magasin, balayait le plancher de larges planches, organisait les sacs de haricots, de riz et de farine sur les étagères en bois sombre. L'odeur de café torréfié, de sucre de canne et de morue salée imprégnait ses vêtements et ses cheveux châtains, qui tombaient en vagues naturelles jusqu'à la taille. Sa mère lui enseigna la couture à l'âge de 7 ans. Assise côte à côte, sous la faible lumière de la lampe à pétrole, elle brodait des trousseaux de mariés, réparait les vêtements des fermiers, créait des robes élégantes pour les fêtes religieuses. Amélie avait des mains fermes et un regard attentif, mais elle était douce pour corriger les points de sa fille qui n'étaient pas droits. Elle disait toujours qu'une femme devait avoir un métier, car la vie était incertaine, et les maris encore plus. Hélène grandit en observant le mariage de ses parents. Jacques était un homme silencieux, sérieux, qui rentrait fatigué de l'épicerie et s'asseyait à table, attendant le dîner en silence. Amélie servait la nourriture, s'occupait de la maison, travaillait tard à la couture, mais recevait rarement un compliment ou un geste de tendresse. C'était une union de respect mutuel, non de passion. Hélène percevait que sa mère acceptait cette vie avec résignation, mais elle surprenait parfois un regard distant dans ses yeux, comme si elle rêvait de quelque chose de différent. La jeune femme grandit belle, avec des traits délicats, des yeux couleur miel et un sourire qui illuminait son visage quand quelque chose la réjouissait sincèrement, mais elle n'était pas vaniteuse. Elle portait de simples robes de coton, les cheveux relevés en chignon pendant la journée, des chaussures rapiécées que sa mère réparait chaque fois que nécessaire. Elle fréquentait l'église paroissiale tous les dimanches, participait au feu de la Saint-Jean, aidait aux neuvaines. En 1889, quand Hélène eut 18 ans, une épidémie de choléra ravagea le Val-de-Loire. La maladie arriva silencieuse, apportée par les voyageurs qui descendaient de la capitale et se propagea rapidement dans les villages et les fermes. Les gens tombaient malades subitement, fièvre très élevée, peau jaunâtre, vomissements noirs comme de la lie de café. Beaucoup moururent en quelques jours. Le père d'Hélène fut l'un des premiers à tomber malade. Jacques commença à ressentir des frissons un après-midi de mars, alors qu'il servait des clients à l'épicerie. La nuit, la fièvre était si haute qu'il délirait, appelant des personnes déjà mortes depuis des années.
Amélie s'occupa de lui avec une dévotion absolue, appliquant des compresses froides, essayant de le faire boire de l'eau, priant à genoux à côté du lit. Hélène l'aidait comme elle pouvait, mais la peur la paralysait. Elle voyait son père dépérir, jour après jour, ce corps fort qui portait des sacs de provisions, maintenant réduit à la peau et aux os. En moins d'une semaine, Jacques Dubois décéda. Il fut rapidement enterré au cimetière communal, dans une fosse peu profonde, en présence seulement d'Hélène, d'Amélie et du curé. Il n'y eut pas de veillée funèbre. La peur de la contagion éloignait même les amis les plus proches. 3 jours plus tard, ce fut au tour d'Amélie de commencer à présenter les symptômes. Hélène implora sa mère de lutter, de ne pas la laisser seule au monde, mais le choléra n'eut aucune pitié. Amélie mourut un matin pluvieux d'avril, agrippée à la main de sa fille, murmurant des mots qu'Hélène ne put comprendre. C'étaient seulement des sons étouffés, peut-être des conseils, peut-être des adieux. À 19 ans, Hélène devint orpheline. L'épicerie dut être vendue pour payer les dettes laissées par son père. La maison fut saisie par le créancier. Hélène ne garda que les vêtements qu'elle portait, quelques pièces de couture de sa mère et une petite somme de monnaie qui suffisait à peine pour une semaine de nourriture. Elle n'avait ni oncle, ni cousin, ni parents proches. Elle était complètement seule. Ce fut dans ce moment de désespoir qu'apparut Madame Constance Beaumont. C'était une femme d'une 50aine d'années, veuve d'un baron terrien, propriétaire de vastes terres dans la région de Blois. Elle s'habillait toujours de noir rigoureux, en deuil perpétuel de son mari décédé 10 ans auparavant. Elle avait le visage marqué par des rides profondes, des yeux pénétrants et une posture droite qui imposait respect et une certaine crainte. Constance connaissait Amélie superficiellement. La couturière avait déjà fait quelques travaux pour elle. Des retouches sur des robes importées, des ajustements de linge de lit fin. Quand elle apprit le décès de la famille Dubois et la situation d'Hélène, la baronne veuve eut une idée qui résoudrait 2 problèmes en même temps. Elle fit chercher Hélène un après-midi chaud de mai. La jeune femme fut conduite en calèche jusqu'à la grande demeure du domaine Sainte-Eulalie. Une construction imposante de 2 étages, avec une façade blanche, des fenêtres hautes protégées par des jalousies vertes, un large perron soutenu par des colonnes de bois tournées. C'était la première fois qu'Hélène mettait les pieds sur une propriété aussi grandiose. Elle fut reçue dans un salon décoré de meubles en palissandre, de rideaux de velours bordeaux, de tapis persans sur le parquet ciré. Constance était assise dans un fauteuil à haut dossier, les mains posées sur une canne à pommeau argentée dont elle n'avait pas besoin pour marcher, mais qu'elle utilisait comme symbole d'autorité. « Ma chère enfant, » commença la baronne sans détour, « j'ai appris votre situation. Vous êtes seule, sans ressources, sans perspective. Je suis venu vous faire une proposition qui peut résoudre votre vie et aussi m'aider à résoudre un problème familial. » Hélène resta debout, nerveuse, se tordant les mains. « Quel genre de proposition, madame la baronne ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. Constance la regarda longuement avant de répondre. « J'ai un fils unique, Rodolphe. Il a 32 ans. Il est diplômé en droit de la faculté de Paris. Il gère nos propriétés avec compétence. C'est un homme travailleur, sérieux, de bonne réputation, mais il approche de l'âge où il devrait avoir fondé une famille et n'a encore manifesté aucun intérêt pour aucune jeune femme de la région. » Hélène écoutait sans comprendre complètement où la conversation menait. La baronne continua. « J'ai besoin de petits-enfants. J'ai besoin de continuité pour le nom Beaumont, pour le patrimoine que nous avons bâti. Mon mari a travaillé toute sa vie pour ériger ce domaine. Je ne permettrai pas que tout soit perdu parce que mon fils est réticent au mariage. » Elle frappa sa canne au sol avec force. « Vous avez besoin d'un toit, de subsistance, d'une position dans la société. Rodolphe a besoin d'une épouse qui lui donne des héritiers. » La proposition était limpide, un mariage arrangé. Hélène serait la jeune baronne, maîtresse de maison. Elle aurait tout ce dont elle aurait besoin matériellement. En échange, elle administrerait la grande maison, s'occuperait de son mari et surtout lui donnerait des enfants qui perpétueraient la lignée. Ce n'était pas une offre faite par bonté, mais par convenance mutuelle.
Je sais que vous n'avez pas de dot, poursuivit Constance. Je sais que vous venez d'une famille modeste, mais votre mère était une femme honnête, travailleuse, et vous avez été élevé avec décence. Je ne cherche pas une fiancée issue d'une famille aristocratique pour mon fils. Je cherche une jeune femme sérieuse, de bonne moralité, qui comprenne son rôle et le remplisse sans créer de complications. Le ton était froid, presque commercial, comme s'il négociait un lot de terre. Hélène sentit un serrement au cœur. Épouser un inconnu, devenir l'épouse d'un homme qui ignorait même son existence. Mais quelle était l'alternative? Travailler comme femme de chambre chez d'autres, mendier dans les rues, tenter sa chance dans les grandes villes où les jeunes femmes seules finissaient souvent dans des situations déplorables. « Puis-je rencontrer Monsieur Rodolphe avant de donner ma réponse ?» demanda Hélène, essayant de gagner du temps. La baronne refusa d'un mouvement sec de tête. « Rodolphe est en voyage d'affaires à Paris. Il revient dans 3 semaines. D'ici là, j'ai besoin de votre réponse. Réfléchissez bien, ma chère. C'est la meilleure opportunité que vous aurez dans la vie. Refusez et vous ferez face à un avenir incertain et probablement misérable. » Hélène retourna dans la petite chambre qu'elle louait, où elle vivait temporairement, grâce à la charité d'une voisine qui avait connu sa mère. Elle passa la nuit sans dormir, pesant ses options. Elle se souvenait du mariage de ses parents, sans amour, mais avec respect. Elle pensait à la vie difficile qu'elle aurait si elle refusait. Elle pensait aussi que peut-être, avec de la chance, elle pourrait construire quelque chose de ressemblant à de l'affection avec le temps. Après 2 semaines d'angoisse, Hélène fit parvenir un message à la baronne. Elle acceptait la proposition. La décision n'apporta aucun soulagement, seulement de la résignation. Constance manifesta une satisfaction contenue et s'occupa immédiatement d'organiser tout. Elle fit faire un trousseau simple, mais adéquat pour Hélène. 6 robes de qualité, des sous-vêtements, de nouvelles chaussures, un châle de laine pour les jours froids. Le mariage fut fixé 1 semaine après le retour de Rodolphe. Hélène ne le verrait qu'à l'hôtel. La baronne expliqua que c'était la tradition dans de nombreuses familles, des fiancés qui ne se rencontraient qu'au moment du mariage. En réalité, Constance craignait que son fils ne refuse en voyant la fiancée. Elle préféra donc les présenter seulement quand il n'y aurait plus de retour en arrière possible. Rodolphe Beaumont revint de la capitale un samedi pluvieux de juin. Sa mère lui informa sèchement qu'elle avait arrangé son mariage avec une jeune femme convenable, fille de commerçant honnête, orpheline récente, qui avait besoin de protection. Il protesta initialement, mais Constance fut implacable. Elle lui rappela ses obligations, la nécessité d'héritier, le devoir envers la famille. Rodolphe, fatigué de discuter avec sa mère de la question depuis des années, finit par céder à condition qu'il maintiendrait sa vie professionnelle et ses intérêts personnels intacts. La cérémonie eut lieu à l'église Saint-Martin d'Orléans un matin froid de juillet 1893. Hélène portait une robe de mariée simple, en coton avec de la dentelle discrète, un voile court, un bouquet de roses blanches du jardin du domaine. Elle était pâle, les mains glacées, tremblant légèrement, tandis qu'elle tenait les fleurs. Quand Rodolphe entra dans l'église et la vit l'attendre à l'autel, son expression fut de surprise, suivie de résignation. Il était grand, brun, aux larges épaules et à la posture droite. Il portait une moustache bien taillée, les cheveux noirs coiffés à la brillantine, des traits anguleux qui seraient considérés comme beaux s'ils n'étaient marqués par une sévérité presque hostile. Il portait un costume noir impeccable, une cravate de soie, des bottines cirées. Rodolphe marcha jusqu'à l'autel d'un pas ferme, mais sans hâte. Quand il fut à côté d'Hélène, il ne la regarda pas directement. Il garda le regard fixé sur le curé comme s'il remplissait une obligation bureaucratique et non la célébration du début d'une vie conjugale. Hélène sentit son cœur s'affaisser. Cet homme irradiait la froideur. Le curé commença la cérémonie par les mots traditionnels. Il demanda à Rodolphe s'il acceptait Hélène comme légitime épouse pour l'aimer et la respecter dans la joie et dans la tristesse, dans la santé et dans la maladie. Rodolphe répondit « J'accepte » d'une voix ferme, mais dépourvue d'émotion.
Lorsque la même question fut posée à Hélène, elle hésita une seconde, qui parut une éternité, mais murmura finalement « J'accepte », la voix presque inaudible. Les alliances furent échangées. Rodolphe posa l'anneau au doigt d'Hélène avec des mouvements mécaniques sans la regarder dans les yeux. Quand vint le moment du baiser, il s'inclina rapidement et déposa un baiser froid sur son front, pas sur ses lèvres. Ce fut un geste de courtoisie vide, non d'affection. La réception fut encore plus embarrassante. Elle eut lieu dans le salon principal du domaine Sainte-Eulalie, avec une trentaine d'invités, fermiers voisins, autorités locales, quelques amis de Rodolphe de la capitale, personne du côté d'Hélène, car elle n'avait personne. Elle se sentit comme une intruse à sa propre fête de mariage. Rodolphe passa toute la réception à discuter avec les hommes de politique, d'affaires, comme s'il était à n'importe quel événement, pas à son propre mariage. Hélène resta assise sur une chaise à côté de la baronne Constance, recevant des compliments formels d'inconnus qui la regardaient avec une curiosité mal dissimulée. Tous savaient que c'était un mariage arrangé, une jeune femme pauvre qui avait eu la chance de se marier au-dessus de sa condition. Quand la fête se termina et que les invités partirent, Constance appela Hélène dans un coin et lui dit froidement « Vos appartements se trouvent au 2e étage, 3e porte à droite. Bénédicte, la gouvernante, a déjà tout préparé. Demain, nous parlerons de vos responsabilités dans l'administration de la maison. Reposez-vous maintenant. » Aucun conseil, aucune parole d'encouragement, seulement des instructions pratiques. Hélène monta l'escalier en bois sombre qui grinçait sous ses pas. Le couloir du 2e étage était éclairé par des lampes à pétrole, qui projetaient des ombres dansantes sur les murs. Elle trouva la chambre indiquée et entra. Elle était spacieuse, meublée d'un lit double à baldaquin, d'une armoire en palissandre, d'une coiffeuse avec un miroir ovale, de chaises rembourrées, bien plus luxueuses que n'importe quel endroit où elle avait déjà dormi. Elle troqua sa robe de mariée contre une chemise de nuit blanche en lin qu'elle trouva soigneusement pliée sur le lit. Elle détacha ses cheveux et les brossa lentement, essayant de calmer ses nerfs. Elle savait ce qui était attendu de la nuit de noces. Sa mère, peu avant de mourir, lui avait donné des explications de base, gênantes mais nécessaires, sur les devoirs conjugaux. Hélène s'allongea sur le lit et attendit. Les minutes s'étiraient. Elle entendit des pas dans le couloir. Son cœur s'emballa, mais les pas passèrent directement devant la porte sans s'arrêter. Elle attendit encore. 1 demi-heure, 1 heure, 2 heures. La maison devint silencieuse. Rodolphe ne vint pas. Ce n'est que le lendemain matin, en descendant pour le café, qu'Hélène comprit la situation. La baronne Constance expliqua sans détour que Rodolphe avait ses propres appartements à l'extrémité opposée du couloir. Il avait clairement fait comprendre à sa mère qu'il remplirait les obligations formelles du mariage, mais qu'il maintiendrait sa vie privée et son indépendance. Il rendrait visite à son épouse uniquement lorsque ce serait strictement nécessaire à des fins de procréation. Hélène sentit un mélange de soulagement et d'humiliation. Soulagement parce qu'elle n'aurait pas à affronter immédiatement l'intimité avec un étranger. Humiliation parce qu'il était clair qu'elle n'était considérée que comme un instrument pour générer des héritiers, non comme une véritable compagne. Rodolphe la traiterait comme une obligation, non comme une épouse. Les premiers mois de mariage établirent une routine froide et distante. Hélène se levait tôt, supervisait le travail des femmes de chambre sous l'orientation de Bénédicte, la gouvernante qui servait la famille depuis 30 ans. Elle apprit à gérer une grande maison, organiser les garde-manger, planifier les repas, superviser les blanchisseuses, s'occuper du linge de lit et de table, recevoir les visites lorsque nécessaire. Rodolphe partait tous les matins juste après le café pour superviser les travaux dans les exploitations agricoles. Le domaine Sainte-Eulalie comptait plusieurs centaines d'hectares de terres agricoles, employait 200 travailleurs libres et maintenait encore quelques colons italiens qui étaient arrivés après l'abolition de l'esclavage. Rodolphe était un administrateur compétent.
Il connaissait chaque parcelle de terre, contrôlait personnellement la comptabilité, négociait avec les exportateurs. Il déjeunait au champ avec les contremaîtres. Il ne rentrait qu'en fin d'après-midi, dînait en silence, répondait par des monosyllabes si Hélène essayait d'engager la conversation. Ensuite, il se retirait dans son bureau, où il restait tard à travailler sur des papiers, lisant des journaux de Paris, buvant du cognac seul. Hélène tenta quelquefois de créer des ponts de communication. Elle posait des questions sur son travail, sur les plans pour la récolte, sur les nouvelles de la capitale. Rodolphe répondait poliment, mais sans intérêt, faisant clairement comprendre qu'il ne souhaitait pas partager sa vie intérieure avec elle. Quand Hélène mentionna qu'elle aimerait en apprendre davantage sur l'administration du domaine, il fut direct. « Votre responsabilité est la maison, pas les affaires. Chacun s'occupe de son domaine. » Les repas étaient particulièrement torturants. Ils s'asseyaient aux extrémités opposées d'une longue table en bois noble. Entre eux, seul le son des couverts contre la porcelaine, le froissement des serviettes en lin, le tintement des verres en cristal. Parfois, ils passaient des dîners entiers sans échanger un seul mot. La baronne Constance observait tout avec approbation. Pour elle, cet arrangement était parfait, chacun remplissant son rôle, sans créer de conflits émotionnels inutiles. Elle-même avait vécu un mariage similaire et le considérait comme naturel. L'amour était une chose de roman bon marché, pas d'union sérieuse entre personnes de position. Hélène se sentait immensément seule dans cette grande maison, entourée d'employés, mais sans personne avec qui elle pouvait vraiment converser. Bénédicte était efficace mais distante, gardant toujours la posture de subordonnée. Les autres femmes de chambre la traitaient avec un respect formel, mais ne cherchaient pas l'intimité. Elle était la patronne, pas une amie. 3 mois après le mariage, à la mi-octobre, Rodolphe frappa à la porte de la chambre d'Hélène pour la première fois. Elle était en train de brosser ses cheveux devant la coiffeuse quand elle entendit les coups secs. « Entrez !» dit-elle en sentant son cœur s'accélérer. Rodolphe entra, ferma la porte derrière lui. Il portait un peignoir de soie sur son pyjama, les cheveux encore humides de son bain. Il resta debout à quelques pas du lit, clairement mal à l'aise. « Nous devons remplir nos obligations matrimoniales, » dit-il sans détour, comme s'il annonçait une réunion d'affaires. Il n'y eut pas de mots tendres, pas de préparation émotionnelle. Rodolphe éteignit la lampe à pétrole, s'approcha dans l'obscurité et consomma le mariage de manière rapide, mécanique, silencieuse. Quand il eut terminé, il se leva immédiatement, remit son peignoir et sortit sans dire bonne nuit. Hélène resta étendue dans le noir, se sentant vide et utilisée. C'était ce que serait sa vie. Des visites occasionnelles d'un mari qui la traitait comme un objet de procréation. Elle pleura silencieusement, le visage enfoui dans l'oreiller pour que personne n'entende. Pour la première fois, depuis qu'elle avait accepté la proposition de mariage, elle se permit de se demander si elle avait fait le bon choix. Les visites de Rodolphe dans sa chambre se répétèrent avec une fréquence calculée, 2 fois par semaine, toujours la nuit, toujours de la même manière impersonnelle. Il ne restait jamais dormir à côté d'elle. Il remplissait son devoir conjugal et retournait à ses propres appartements. Il n'y avait ni baiser, ni caresse, ni mots tendres. C'était une pure exécution d'obligation. Pendant la journée, ils continuaient comme des étrangers polis qui partageaient une maison. Rodolphe ne demandait jamais comment Hélène avait passé la journée, si elle avait besoin de quelque chose, si elle était heureuse ou triste. Elle faisait partie du mobilier, présente, mais insignifiante. Hélène commença à comprendre que cet homme avait le cœur fermé à la glace. Lors de conversations occasionnelles avec Bénédicte, Hélène découvrit que Rodolphe n'avait pas toujours été ainsi. Quand il était jeune, Monsieur Rodolphe était différent, raconta la gouvernante un après-midi, tandis qu'elle supervisait le nettoyage de l'argenterie. Il riait davantage, parlait avec tout le monde, avait des espoirs et des rêves, mais après que sa fiancée est morte, tout a changé. Hélène fut choquée par la révélation. Quelle fiancée? Personne ne m'a dit qu'il était veuf ou qu'il avait eu une fiancée. Bénédicte réalisa qu'elle en avait trop dit,
Mais il était trop tard pour revenir en arrière. Elle raconta l'histoire à voix basse, regardant autour d'elle pour s'assurer qu'elles étaient seules. 10 ans auparavant, quand Rodolphe avait 22 ans et étudiait le droit à Paris, il tomba amoureux de Marianne de Varenne, la fille d'un professeur de la faculté. C'était une jeune femme cultivée, belle, d'une famille respectable, mais sans grande possession. Rodolphe la courtisa comme il se devait, la demanda en mariage, reçut l'approbation de ses parents. La baronne Constance n'approuva pas initialement, car elle voulait que son fils épouse quelqu'un d'une famille plus influente, mais finit par céder devant sa détermination. Le mariage était fixé pour décembre 1883. Tout était préparé, l'église réservée, la robe commandée, les invitations envoyées. Mais en novembre, 2 semaines avant la cérémonie, Marianne tomba subitement malade, commença par de la fièvre et de la toux, évolua rapidement vers une grave pneumonie. En moins d'une semaine, elle était morte à l'âge de 20 ans. Rodolphe fut dévasté. Il s'enferma dans sa chambre pendant des jours, ne mangeait pas, ne parlait à personne. Quand il sortit enfin, c'était une autre personne, froid, fermé, amer. Il jura qu'il ne se marierait plus jamais par amour, car il ne supporterait pas de revivre cette douleur. Il se consacra exclusivement à ses études, puis à ses affaires, gardant une distance émotionnelle avec tout le monde. « Il porte un cœur mort, madame », conclut Bénédicte avec tristesse. « Il vous a épousée parce que sa mère a insisté, mais n'attendait pas d'amour de sa part. Ce sentiment est mort avec madame Marianne et a été enterré avec elle. » Hélène écouta tout en silence, ressentant un mélange de compassion et de ressentiment. Compassion pour la douleur que Rodolphe avait subie. Ressentiment d'être traité comme le substitut inadéquat d'une mémoire idéalisée. Elle comprit alors qu'elle n'aurait jamais la chance de conquérir l'affection de son mari. Elle n'était que la seconde option convenable, choisie par sa mère, ni aimée, ni désirée. Rodolphe remplirait ses obligations de mari et de pourvoyeur, mais son cœur resterait à jamais dans la tombe de Marianne. En janvier 1894, 4 mois après le mariage, Hélène remarqua que ses règles étaient en retard. D'abord 1 semaine, puis 2. Vint ensuite la nausée matinale, la sensibilité des seins, la fatigue inexplicable. Elle chercha madame Josette, la sage-femme qui s'occupait des femmes de la région, une dame noire d'une 60aine d'années, avec une connaissance profonde des herbes et de la grossesse. Madame Josette l'examina et confirma. « Vous attendez un bébé, madame la baronne. D'après mes calculs, vous devez être à environ 2 mois. » Hélène sentit une vague d'émotions contradictoires. Peur de l'accouchement qu'elle savait dangereux, joie pour la vie qui grandissait en elle. Appréhension quant à la réaction de Rodolphe, espoir que peut-être un enfant pourrait adoucir son cœur. Elle décida de le dire d'abord à la baronne Constance. Sa belle-mère reçut la nouvelle avec une satisfaction visible. « Enfin, dit-elle en frappant des mains une fois, un héritier Beaumont. Vous avez bien rempli votre fonction, Hélène. Maintenant, prenez soin de vous. Pas d'efforts inutiles. Nous engagerons madame Josette pour suivre la grossesse de près. Quand vous serez au dernier mois, nous ferons également appel à un médecin de Blois. »« Et Rodolphe, quand dois-je le lui dire ?» demanda Hélène. La baronne réfléchit un instant. « Ce soir, pendant le dîner, il est important qu'il le sache rapidement pour qu'il prenne les dispositions nécessaires. » Hélène sentit son estomac se nouer de nervosité, mais elle accepta. Cette nuit-là, pendant le dîner, après que les employés eurent servi la soupe et se furent retirés, Hélène respira profondément et dit « Rodolphe, j'ai une nouvelle importante à vous annoncer. » Il leva les yeux de son assiette, fronçant légèrement les sourcils. « Quelle nouvelle ?» Hélène hésita, puis laissa tout échapper d'un coup. « J'attends un enfant. Madame Josette l'a confirmé aujourd'hui. Il devrait naître en septembre. » La réaction de Rodolphe fut complètement inattendue et dévastatrice. Son visage pâlit, ses mains serrèrent les couverts avec force. Il se leva brusquement de sa chaise, renversant son verre de vin qui tacha la nappe blanche de rouge comme du sang.
Ce n'est pas possible, murmura-t-il d'une voix rauque. Non, pas encore, je ne peux pas revivre ça. Hélène resta confuse. Rodolphe, je ne comprends pas. N'est-ce pas ce que nous voulions, un héritier? Mais il quittait déjà la pièce à grands pas. La baronne Constance l'appela. Rodolphe, revenez ici, immédiatement. Il n'obéit pas, monta les escaliers rapidement, entra dans ses appartements et claqua la porte avec force. Hélène et Constance se regardèrent, toutes deux choquées. « Je vais lui parler, » dit la baronne en se levant. Mais quand elle frappa à la porte de son fils, Rodolphe cria de l'intérieur « Laissez-moi tranquille, mère, j'ai besoin de réfléchir. » Constance tenta d'insister, mais il verrouilla la porte de l'intérieur et ne répondit plus. Le lendemain matin, quand Hélène descendit pour le café, elle trouva seulement la baronne à table. « Où est Rodolphe ?» demanda-t-elle. Constance était visiblement perturbée. Il est parti à l'aube. Il a laissé un billet disant qu'il allait à Paris pour des affaires urgentes et qu'il ne savait pas quand il reviendrait. Il a emporté des bagages pour un long voyage. Hélène sentit le monde s'effondrer. Il avait fui. Il avait abandonné son épouse enceinte exactement comme elle le craignait le plus. « Pourquoi a-t-il fait ça ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. La baronne soupira lourdement. « Parce qu'il est lâche, parce qu'il a peur de vous perdre, comme il a perdu Marianne, parce qu'il n'a pas surmonté le passé et maintenant il fuit le présent. »« Mais je ne mourrai pas en couche, » protesta Hélène. « Je suis en bonne santé, forte. Madame Josette a dit que j'ai une bonne constitution pour accoucher. » Constance secoua la tête. « Ce n'est pas une question de logique, ma chère enfant. C'est une peur irrationnelle. Marianne était aussi en bonne santé et elle est morte. Rodolphe se culpabilise encore aujourd'hui de l'avoir laissée enceinte. Il a juré de ne plus jamais mettre une femme en danger de cette façon. » Hélène commença à pleurer, les larmes coulant librement. « Alors il va m'abandonner? Il va laisser notre enfant sans père ?» La baronne tendit la main et toucha la sienne. Un geste inhabituel de gentillesse. « Je ne sais pas ce qu'il va faire, mais je sais que vous devez être forte maintenant. Vous avez un bébé à prendre en charge. Rodolphe finira par revenir, même si ce n'est que pour régler la situation. » Les jours se transformèrent en semaines, les semaines en mois. Février passa, puis mars, avril. Rodolphe ne donnait pas de nouvelles, n'envoyait pas de lettres, pas de messages. C'était comme s'il avait disparu de la surface de la terre. La baronne Constance fit discrètement enquêter et découvrit qu'il était bien à Paris, logé dans un hôtel près du centre, passant ses journées dans des cabinets d'avocats et ses soirées dans des clubs exclusifs. Hélène affronta la grossesse seule. Son ventre grossissait, les nausées matinales diminuèrent après le 3e mois, mais d'autres inconforts apparurent, douleurs au dos, gonflement des pieds, fatigue constante. Madame Josette venait chaque semaine examiner ses progrès, toujours rassurante. « Tout va bien, madame, et pour le bébé, il est fort, vous aurez un bon accouchement. » Mais Hélène ne se sentait pas forte. Elle se sentait abandonnée, rejetée, seule dans un mariage qu'elle n'avait jamais demandé. La nuit, allongée dans l'énorme lit vide, elle posait ses mains sur son ventre qui grossissait et parlait au bébé. « Ton père nous a quittés, petit, mais ne t'inquiète pas, je prendrai soin de toi, je t'aimerai assez pour deux. » La baronne Constance, à son crédit, fut plus douce pendant cette période, pas exactement affectueuse, mais moins froide. Elle s'assurait qu'Hélène mangea bien, se reposa suffisamment, ne fit pas d'efforts dangereux. Elle engagea davantage de femmes de chambre pour qu'Hélène n'ait pas à travailler autant dans l'administration de la maison. Elle apporta des tissus fins de Paris pour que les couturières locales fassent le trousseau du bébé. « Indépendamment de ce que fera mon fils, » dit Constance un après-midi, « ce bébé est mon petit-fils. Il sera élevé ici, aura tout ce dont il a besoin, et vous êtes la mère de l'héritier Beaumont. Cela vous garantit une position dans cette famille, même si Rodolphe est trop sot pour reconnaître votre valeur. » C'étaient des mots pratiques, non émotionnels, mais Hélène les apprécia tout de même. En mai, quand Hélène eut 5 mois de grossesse, elle reçut la première et unique lettre de Rodolphe. Elle était brève, formelle, froide comme la glace d'hiver.
Hélène, j'espère que vous êtes en bonne santé. J'ai pourvu à des fonds supplémentaires déposés sur le compte du domaine pour couvrir toutes les dépenses médicales nécessaires. Engagez le meilleur médecin disponible le moment venu. Je reviendrai quand cela sera approprié. Rodolphe. Hélène lut et relut la lettre, cherchant une trace d'émotion, de réelle préoccupation. Elle ne trouva qu'une obligation froide, remplie à distance. Aucune question sur ce qu'elle ressentait, aucun mot sur le manque ou le désir de revenir. Seulement des instructions financières et une vague promesse de retour quand cela serait approprié. Quelque chose se durcit en Hélène à ce moment-là. Elle rangea la lettre dans un tiroir, essuya ses larmes et prit une décision. Elle n'attendrait pas passivement un mari qui la rejetait. Elle ne vivrait pas en victime. Elle aurait son enfant, l'élèverait avec dignité, et quand Rodolphe reviendrait éventuellement, si tant est qu'il revienne, il ne la trouverait pas brisée et suppliante. Elle commença à s'impliquer plus profondément dans l'administration du domaine. Elle demanda au contremaître, M. Jean, un homme métis de 50 ans qui travaillait là depuis des décennies, de lui expliquer le fonctionnement des exploitations agricoles. Jean fut surpris, mais satisfait de l'intérêt. « Madame la baronne, j'ai l'honneur de vous apprendre. Venez, je vais vous montrer les champs. » Hélène commença à faire des visites régulières aux champs. Elle portait des vêtements simples, un chapeau de paille pour se protéger du soleil, des bottes appropriées pour marcher sur la terre. Elle apprit le cycle des cultures, floraison, formation des fruits, récolte, séchage, transformation. Elle connut les travailleurs par leur nom, posa des questions sur leur famille, écouta leurs besoins et leurs préoccupations. Elle découvrit qu'il y avait des problèmes que Rodolphe, dans son administration distante, ne percevait pas ou ignorait. La maison des colons avait besoin de réparations urgentes. Le système d'irrigation de l'une des parcelles était bouché. Les salaires étaient occasionnellement en retard. Hélène commença à résoudre ces problèmes, autorisant les dépenses nécessaires, supervisant les réformes, garantissant les paiements à temps. Les travailleurs, initialement méfiants envers cette baronne enceinte qui apparaissait dans les champs, commencèrent à la respecter. Ils voyaient qu'elle se souciait vraiment, que ses ordres avaient du sens, qu'elle n'était pas seulement une dame gâtée, jouant à l'administratrice. « La jeune baronne a la tête bien faite », commentaient-ils entre eux. « Elle sait ce qu'elle fait. » Juin arriva, apportant un froid intense au Val-de-Loire. Les matins se levaient couverts de givre qui blanchissaient les champs. Hélène était enceinte de 6 mois maintenant. Son ventre était proéminent, impossible à cacher, même avec les robes larges qu'elle portait. Le bébé donnait des coups de pied vigoureux, surtout la nuit, quand elle essayait de dormir. Madame Josette venait 2 fois par semaine maintenant. Elle examinait Hélène attentivement, mesurait son ventre avec un ruban, écoutait les battements de cœur du bébé à travers un cône de bois qu'elle posait contre son ventre. « Tout est parfait, madame. Le bébé grandit bien. Il est fort. D'après la position, je dirais que c'est un garçon, mais seul Dieu sait avec certitude. » La baronne Constance insista pour engager également le docteur Bernard Lefebvre, un médecin diplômé de Paris, qui s'occupait des familles aisées de Blois. Il venait mensuellement, facturait des honoraires élevés, mais était compétent. Il était d'accord avec Madame Josette. La grossesse se déroulait sans complications. « Madame a une constitution saine. Je ne vois aucune raison de s'inquiéter, » assurait-il. Mais Hélène avait des préoccupations non médicales, mais émotionnelles. Quand le bébé naîtrait, Rodolphe reviendrait-il ? Voudrait-il connaître son enfant ou continuerait-il à se cacher à Paris, fuyant ses responsabilités? Et si quelque chose tournait vraiment mal pendant l'accouchement, si elle mourait comme Marianne, qui élèverait son enfant? « Arrêtez de penser des bêtises », réprimanda Bénédicte quand elle remarqua la mélancolie d'Hélène. Un après-midi, la gouvernante était devenue plus proche, à mesure que la grossesse avançait, se permettant de montrer une préoccupation maternelle. « Vous accoucherez bien, madame. Vous élèverez ce garçon fort, et si monsieur Rodolphe ne revient pas, c'est son problème. Il perdra la chance de connaître son propre fils. » En juillet, Hélène était enceinte de 7 mois. Son ventre était énorme, rendant les mouvements simples difficiles. Monter les escaliers la laissait essoufflée.
Lacère ses propres chaussures était impossible. Dormir confortablement aussi, mais elle refusait de rester confinée dans sa chambre, comme la baronne le suggérait. Elle continuait de superviser la maison, bien qu'avec plus de pause pour se reposer. Ce fut par un après-midi chaud d'août, alors qu'Hélène était enceinte de 7 mois et demi, qu'arriva la lettre qui allait tout changer. Le courrier apporta une grande enveloppe, scellée de cire rouge, adressée à la baronne Constance Beaumont. La vieille dame l'ouvrit en présence d'Hélène, la lut en silence, et son visage devint progressivement rouge de colère. « Quelle disgrâce !» murmura-t-elle. « Quelle absolue disgrâce !» Hélène sentit son cœur s'emballer. « Ah, qu'est-ce que c'est ? C'est à propos de Rodolphe, il lui est arrivé quelque chose. » Constance jeta la lettre sur la table avec force. « Lisez vous-même, voyez la lâcheté de mon fils. » Avec des mains tremblantes, Hélène prit la lettre. Elle venait de l'avocat de Rodolphe à Paris, un certain maître Antoine Girard. Elle l'informait formellement que le baron Rodolphe Beaumont l'avait engagé pour préparer les documents de divorce. Il alléguait l'incompatibilité de caractère et demandait la dissolution du mariage sous des termes qui garantissaient à Hélène une pension viagère et le droit de rester au domaine, si elle le souhaitait. Le document joint était long, rempli de termes juridiques complexes, mais l'essence en était claire. Rodolphe voulait divorcer. Il était disposé à être généreux financièrement, mais ne voulait pas rester marié. Il ne mentionnait le bébé nulle part. C'était comme si la grossesse n'existait même pas. Hélène sentit un vide profond dans sa poitrine. Ce n'était pas une surprise totale, compte tenu de la façon dont il avait fui, mais le fait de le voir formalisé sur papier juridique rendait tout terriblement réel et définitif. Il l'abandonnait vraiment, les abandonnait, elle et son enfant. « Je répondrai immédiatement, refusant cet absurde, » dit Constance d'une voix dure. « Je dirai à l'avocat que mon fils a perdu la raison et que je ne permettrai pas de divorce tant qu'il y a un héritier en chemin. Je dirai que s'il veut dissoudre le mariage, il devra venir ici, personnellement affronter l'épouse qu'il a abandonnée. »« Non, » dit Hélène à voix basse. Constance la regarda surprise. « Comment ça non? Vous êtes d'accord avec le divorce ?» Hélène se leva avec difficulté, s'appuyant sur la table. « Je ne suis ni d'accord ni en désaccord, mais si Rodolphe veut venir ici signer des papiers, qu'il vienne. Je veux le voir face à face. Je veux qu'il voie ce qu'il a abandonné. » Constance envoya une réponse à l'avocat, ce même jour. Elle informait que la baronne Hélène était disposée à discuter des termes du divorce, mais seulement personnellement avec le baron Rodolphe, qu'il vienne au domaine quand il voudrait, qu'il apporte les documents et elle les analyserait. Il n'y avait plus de supplication, ni de tentative de le convaincre, seulement une formalité froide. La réponse arriva une semaine plus tard. Rodolphe viendrait la dernière semaine d'août. Il arriverait un jeudi. Il amènerait l'avocat maître Antoine Girard. Ils réviseraient les termes ensemble et, si Hélène était d'accord, ils signeraient tout et le mariage serait légalement dissous en quelques semaines. Hélène passa cette dernière semaine dans un état étrange de calme tendu. Elle ne pleura pas, ne paniqua pas, elle continua simplement sa routine. Elle administrait la maison, supervisait ce qu'elle pouvait du domaine, prenait soin d'elle-même et du bébé. Madame Josette venait quotidiennement maintenant, préoccupée que le stress puisse précipiter l'accouchement prématurément. « Vous devez rester calme, madame », conseillait la sage-femme. « L'enfant sent quand la mère est agitée. Respirez profondément. Reposez-vous. Ne pensez pas à un homme qui ne vaut rien. » Mais il était impossible de ne pas penser. Dans quelques jours, Rodolphe serait là, il verrait son ventre énorme. Il devrait la regarder dans les yeux et assumer la responsabilité de l'abandon. Ou non, peut-être qu'il s'en ficherait. La baronne Constance était furieuse contre son fils, d'une manière qu'Hélène n'avait jamais vue. « J'ai élevé un lâche », disait-elle à plusieurs reprises. « Je pensais que c'était un homme, mais c'est un enfant peureux qui s'enfuit quand les choses deviennent difficiles. » Son père aurait honte. C'était la première fois que Constance critiquait Rodolphe ouvertement. Bénédicte,
aida Hélène à se préparer à la confrontation. « Vous allez bien vous habiller » instruisit la gouvernante. « Vous allez vous coiffer, vous serez digne. Ce n'est pas vous qui devriez avoir honte, c'est lui. » Elles choisirent la plus belle robe de la garde-robe d'Hélène, une soie vert foncé qui mettait en valeur ses yeux, coupée de manière à ne pas cacher le ventre, mais à le valoriser. Le jeudi se leva avec un ciel bleu clair, sans nuages. C'était le 26 août 1894. Hélène se réveilla avec le bébé, donnant des coups de pied fortement, comme s'il était aussi impatient de ce jour. Elle prit un long bain, laissa Bénédicte peigner ses cheveux en vagues lâches qui tombèrent sur ses épaules, s'habilla avec soin, se regarda dans le miroir et vit une femme différente de celle qui était arrivée au domaine un an auparavant. Ce n'était plus la jeune femme effrayée, sans but. C'était une mère sur le point d'accoucher, administratrice d'une propriété prospère, une femme qui avait survécu à l'abandon et s'était renforcée. Quoi qu'il arrive aujourd'hui, elle l'affronterait la tête haute. La calèche de Rodolphe fut aperçue par le guetteur vers 10 heures du matin. Hélène était dans le salon, assise dans un fauteuil confortable, les mains posées sur son ventre. La baronne Constance était à ses côtés, rigide comme une statue. Bénédicte avait instruit les employés de montrer les visiteurs directement dans cette pièce. Ils entendirent des voix dans le hall d'entrée, des pas masculins s'approchant. La porte s'ouvrit et Rodolphe entra, suivi d'un homme plus âgé à la barbe grise qui devait être l'avocat. Rodolphe s'arrêta brusquement quand il vit Hélène. L'impact sur son visage fut visible et dévastateur. Il devint pâle comme la cire, les yeux écarquillés fixés sur son ventre. Il avait imaginé qu'elle serait enceinte, bien sûr, mais voir la réalité était complètement différent. Le ventre énorme, indubitable, déclaration visuelle de la vie qui grandissait là-dedans, fruit de leur union. « Hélène !» réussit-il à dire d'une voix rauque, presque un murmure. Elle le fixa calmement, sans montrer la tempête d'émotions qu'elle ressentait à l'intérieur. « Rodolphe, bienvenue de retour chez vous !» Le ton était poli, mais glacial, sans trace d'affection. Rodolphe semblait incapable de détourner les yeux de son ventre. L'avocat maître Antoine Girard, percevant la tension, toussa inconfortablement. « Peut-être devrions-nous nous asseoir et discuter des termes civilement, » suggéra-t-il. La baronne Constance parla d'une voix coupante. « Les termes peuvent attendre. D'abord, mon fils va expliquer à son épouse pourquoi il l'a abandonnée enceinte de 7 mois. » Rodolphe réussit enfin à lever les yeux vers le visage d'Hélène. Il y vit non pas la supplication ni le désespoir, mais quelque chose de pire, une déception calme et résignée. « Je ne savais pas. Je n'imaginais pas, balbutia-t-il. « Vous n'imaginiez pas quoi ?» demanda Hélène. « Que je serais vraiment enceinte. Que la grossesse serait réelle. Non, une abstraction. Que votre enfant grandirait en moi, que vous fuyiez ou non. » J'avais peur, admit Rodolphe, la voix défaillante. Peur que ça arrive de nouveau, de vous perdre, comme j'ai perdu Marianne. Hélène se pencha en avant dans le fauteuil avec difficulté. Alors vous avez fui. Vous m'avez laissé seul affronter tout. Les nausées, la peur, la solitude, la honte d'être une épouse abandonnée. Vous avez eu peur, Rodolphe. Imaginez ma peur. Enceinte pour la première fois sans mari, sans savoir si je survivrais à l'accouchement, sans savoir si le père de l'enfant reviendrait un jour. Le silence qui suivit fut lourd comme du plomb. Rodolphe n'avait pas de réponse. Il n'y avait aucune défense possible à ce qu'il avait fait. L'avocat tenta d'intervenir à nouveau. Le baron Rodolphe a agi de manière précipitée, mais il est là maintenant pour faire ce qui est juste et s'assurer que la baronne Hélène ait une sécurité financière. « Sécurité financière !» interrompit Hélène avec un rire amer. « C'est ce que vous pensez que je cherche ? L'argent résout l'abandon, une pension compense l'absence. » Elle montra son ventre. « Cet enfant grandira sans père parce qu'il était trop lâche pour rester. Aucune somme d'argent ne peut réparer cela. » Rodolphe s'effondra dans une chaise, le visage entre les mains. Il semblait avoir vieilli de 10 ans depuis la dernière fois qu'Hélène l'avait vu. « Que voulez-vous de moi ?» demanda-t-il d'une voix étouffée. «
Voulez-vous que je reste? Voulez-vous que je fasse semblant de n'avoir pas peur? Voulez-vous que je sois le mari aimant que je n'ai jamais été, ni ne peux être ?» Hélène respira profondément avant de répondre. « Je ne veux rien de vous, Rodolphe. J'ai appris ces mois-ci que je peux vivre sans vous. J'ai géré ce domaine mieux que vous ne le faisiez. J'ai gagné le respect des travailleurs que vous n'avez jamais eu. Je me suis préparé à cet accouchement seul. Avec l'aide de Madame Josette et du docteur Bernard, j'élèverai cet enfant avec ou sans vous. » Elle fit une pause, laissant les mots s'enfoncer. « Vous êtes venu ici avec des papiers de divorce? Très bien, je les analyserai. Si les termes sont justes, je signerai. Je vous libérerai de cette prison de mariage que vous n'avez jamais voulu. Et je me libérerai d'attendre un mari qui n'a jamais été un vrai mari. » La baronne Constance protesta. « Hélène, réfléchissez bien, le divorce est un scandale. Cela ternira votre réputation. » Hélène se tourna vers sa belle-mère. « Ma réputation est déjà ternie. Je suis la baronne abandonnée, enceinte. Toute la région en parle. Le divorce, au moins, donnera une finalité à la situation. Et franchement, je ne me soucie plus de ce que les gens disent. » L'avocat profita de l'ouverture. « Baronne Hélène, les termes que nous avons préparés sont extrêmement généreux. Le baron Rodolphe vous offre une pension mensuelle viagère, équivalente à la moitié des profits du domaine. Il vous offre de rester sur cette propriété aussi longtemps que vous le désirez, avec tous les droits de maîtresse de maison, et reconnaît l'enfant comme héritier légitime Beaumont avec tous les droits successoraux. »« Et en échange ?» demanda Hélène. « En échange, continua maître Antoine Girard, vous acceptez la dissolution amiable du mariage et ne faites pas d'objection au cas où le baron Rodolphe souhaiterait se remarier à l'avenir. » Alors c'était ça. Rodolphe voulait une liberté totale pour refaire sa vie, tandis qu'elle restait prisonnière de leur passé à travers leur fils. Hélène regarda directement Rodolphe. « Vous comptez vous remarier ?» Il secoua lentement la tête. « Non, je n'ai pas de plan. Mais je ne veux pas non plus rester prisonnier d'un mariage qui ne fonctionne pas. »« Il n'a jamais fonctionné parce que vous n'avez jamais essayé, » rétorqua Hélène. « Je vous ai épousé disposé à essayer, mais vous m'avez traité comme un objet dès le premier jour. » Ce fut à ce moment que le bébé donna un coup de pied fort, si fort qu'Hélène haleta audiblement. Instinctivement, elle porta la main à son ventre. Rodolphe vit le mouvement, vit l'expression sur son visage. « Est-ce que tout va bien ?» demanda-t-il, et pour la première fois, il y avait une véritable préoccupation dans sa voix. « Oui, » répondit Hélène. « C'est juste le bébé. Il donne beaucoup de coups maintenant. Je crois qu'il sent quand je suis agité. » Rodolphe regarda fixement son ventre à nouveau. « C'est un garçon ou une fille ?» Madame Josette dit que, d'après la position, c'est probablement un garçon, mais nous ne saurons avec certitude que lorsqu'il naîtra. Rodolphe déglutit. « Cela pourrait être ma fille, une petite fille aux yeux couleur miel comme les vôtres. » L'observation si spécifique, si personnelle, surprit Hélène. Alors, il avait remarqué la couleur de ses yeux, avait remarqué quelque chose à son sujet? « Ou cela pourrait être un garçon aux yeux sombres comme les vôtres, rétorqua-t-elle. De toute façon, il grandira sans connaître son père, parce que le père a choisi des papiers juridiques au lieu d'une vraie famille. L'avocat tenta de reprendre le contrôle de la situation. Peut-être devrions-nous nous concentrer sur les détails pratiques. Baronne Hélène, souhaiteriez-vous revoir les documents plus calmement? Je peux les laisser pour votre analyse et revenir demain pour la signature? Non, dit Hélène fermement. Si nous devons faire cela, faisons-le maintenant. Je ne veux pas prolonger l'agonie. Bénédicte entra à ce moment, apportant du thé et des biscuits. Elle lança un regard de profonde désapprobation à Rodolphe, qui eut la décence d'avoir l'air honteux. La gouvernante servit Hélène en premier, s'assurant qu'elle était confortable. « Madame, avez-vous besoin de quelque chose d'autre ?» demanda-t-elle avec emphase sur « Madame », faisant clairement savoir à qui allait sa loyauté. Pendant que maître Antoine Girard étalait les documents sur la table, expliquant les clauses et les termes légaux,
Hélène les lut attentivement. Elle avait grandi en aidant son père à l'épicerie. Elle avait de la facilité avec les chiffres et les contrats. Elle vérifia chaque détail. La pension mensuelle était vraiment généreuse. Le droit de rester était viagé. La reconnaissance de l'enfant comme héritier était irrévocable. Mais quand elle prit la plume pour signer, Hélène hésita. Quelque chose en elle criait que c'était faux. Elle regarda Rodolphe, qui évitait son regard en fixant le sol. Elle regarda la baronne Constance, qui était rigide de désapprobation, mais silencieuse. Elle regarda son propre ventre, où le bébé bougeait. « Rodolphe, dit-elle doucement. Il leva les yeux à contre-cœur. « Oui. Le voulez-vous vraiment? Le divorce? La séparation? Élever un enfant qui ne connaîtra jamais son père ?» Il resta silencieux pendant un long moment. Quand il répondit finalement, sa voix était chargée d'une émotion contenue. « Je ne sais pas ce que je veux. Je sais seulement que j'ai peur. Une peur paralysante de vous perdre, de perdre le bébé, de revivre cet enfer. » « Alors, vivez avec la peur, » répondit Hélène. « Mais vivez, ne fuyez pas, restez ici. Rencontrez votre enfant quand il naîtra. Si après tout cela, vous voulez toujours le divorce, je signerai, mais donnez une chance à nous trois. Donnez-vous une chance de connaître l'enfant qui va naître avant de l'abandonner complètement. » La proposition surprit tout le monde dans la pièce. L'avocat ouvrit la bouche pour protester, mais Rodolphe leva la main, le faisant taire. Il regarda Hélène avec une expression qui mêlait peur, espoir et un profond conflit interne. « Pourquoi feriez-vous cela? Pourquoi me donneriez-vous une autre chance après tout ce que j'ai fait? Parce que cet enfant mérite d'avoir un père, dit Hélène simplement. Parce que j'ai grandi en voyant ma mère dans un mariage sans amour, mais au moins elle avait un père présent. Je ne veux pas cela pour mon enfant. Je préfère essayer et échouer que de ne pas essayer. » Elle posa sa main sur les documents. « Ces papiers peuvent attendre encore 2 mois, jusqu'à ce que le bébé naisse. Restez avec nous jusque-là. Connaissez votre fils ou votre fille. Ensuite, si vous voulez toujours le divorce, je signerai sans résistance. » Rodolphe regarda sa mère pour chercher des conseils. Constance parla enfin. « La décision vous appartient, mon fils. Mais sachez que si vous fuyez à nouveau, vous m'aurez perdu pour toujours. Je ne tolérerai plus de lâcheté. » C'étaient des mots durs, mais nécessaires. Rodolphe respira profondément, comme un homme sur le point de sauter d'un précipice. « D'accord, » dit-il finalement d'une voix rauque. « Je resterai jusqu'à ce que le bébé naisse. Mais Hélène, n'attendez pas que je me transforme comme par magie en un mari aimant. Je ne sais pas si j'en suis capable. »« Je n'attends pas de transformation magique, » répondit Hélène. « J'espère juste que vous serez présent, que vous essaierez, que vous donnerez à votre enfant la chance de vous connaître. » L'avocat maître Antoine Girard tenta d'intervenir. « Baron Rodolphe, peut-être devriez-vous considérer les implications légales de reporter. »« Les documents peuvent être rangés, » interrompit Rodolphe avec une nouvelle fermeté. « Et ils resteront disponibles, si nécessaire. Mais pour l'instant, je vais essayer de faire ce que j'aurais dû faire depuis le début. Rester. » Après que l'avocat fut parti, visiblement contrarié, un silence gêné domina la pièce. Rodolphe restait assis, regardant ses propres mains. Hélène restait dans le fauteuil, fatiguée de la confrontation émotionnelle. La baronne Constance se leva finalement. « Bénédicte, préparez les appartements de monsieur Rodolphe. Hélène, vous devriez vous reposer. Ce fut une journée épuisante pour une femme dans votre état. » Hélène accepta. Elle se leva avec difficulté, son ventre lourd rendant le mouvement difficile. Rodolphe se leva instinctivement pour l'aider, mais hésita au milieu du geste, ne sachant pas s'il serait bienvenu. Hélène vit l'hésitation et tendit la main. Il la rassura, l'aidant à s'équilibrer. Ce fut le premier contact volontaire entre eux depuis des mois. « Merci, » dit-elle doucement. Rodolphe hocha juste la tête, la gorge trop serrée pour des mots. Pendant qu'Hélène montait lentement les escaliers, appuyée sur Bénédicte, Rodolphe resta immobile dans le hall, observant.
Il voyait sa difficulté à monter chaque marche, la fatigue évidente dans chaque mouvement, et sentit pour la première fois depuis qu'il avait fui une pointe de culpabilité véritable. Cette nuit-là, pendant le dîner, ils s'assirent à table ensemble pour la première fois depuis des mois. Mais il y avait maintenant une tension différente dans l'air, non seulement de la froideur, mais de l'attente. Constance observait son fils d'un regard pénétrant. Rodolphe mangeait machinalement, clairement mal à l'aise. Hélène essayait de maintenir une apparence de normalité. « Comment se sont passés les préparatifs pour le bébé ?» demanda Rodolphe soudain, surprenant tout le monde. Hélène le regarda, cherchant des signes d'intérêt véritable ou de simple courtoisie. Elle décida de lui accorder le bénéfice du doute. Madame Josette vient régulièrement. Elle dit que tout va bien. Le docteur Bernard confirme. La chambre de l'enfant est en train d'être préparée au 2e étage, près de mes appartements. « Puis-je voir ?» demanda Rodolphe hésitant. La question prit Hélène par surprise. Maintenant, si ce n'est pas un inconvénient après le dîner, Hélène le conduisit au 2e étage. Elle ouvrit la porte d'une chambre moyenne qui était transformée en nurserie. Il y avait un berceau en bois sculpté que la baronne Constance avait fait faire, une commode pour les vêtements, une chaise à bascule, où Hélène prévoyait d'allaiter. Rodolphe entra lentement, regardant autour de lui, comme s'il marchait sur un territoire sacré. Il toucha le berceau doucement. « Mon père a fait faire un berceau similaire quand il a su que ma mère était enceinte de moi, » commenta-t-il. « Il existe toujours au grenier quelque part. » C'était le commentaire le plus personnel qu'il avait fait de tout le temps qu'Hélène le connaissait. « Vous avez peur de l'accouchement ?» demanda-t-il soudain, se tournant vers elle. Hélène envisagea de mentir, de dire qu'elle était confiante, mais décida d'être honnête. « Je suis terrifiée. Je sais que des femmes meurent en couche. Je sais ce qui est arrivé à Marianne, mais j'essaie de ne pas y penser. J'essaie de me concentrer sur Madame Josette, qui me dit que je suis forte, que tout ira bien. » Rodolphe ferma les yeux comme s'il ressentait une douleur physique. « Pardon, » murmura-t-il. « Pardon de vous avoir laissé affronter cette peur seule. »« Les excuses ne changent pas le passé, » répondit Hélène, « mais les actions peuvent changer l'avenir. » C'était un défi subtil. Prouve que ce ne sont pas seulement des mots. Dans les jours qui suivirent, une étrange routine s'instaura. Rodolphe recommença à superviser les travaux du domaine, mais il rentrait désormais déjeuner à la maison. Il tenait à demander à Hélène comment elle avait passé la matinée, si elle avait besoin de quelque chose, si elle se sentait bien. C'étaient des questions encore formelles, dites avec un certain malaise, mais c'étaient des questions. C'était plus qu'il n'avait fait pendant tout le mariage précédent. Hélène répondait avec politesse mais sans effusion. Elle n'allait pas lui faciliter trop les choses. Rodolphe devait comprendre que la confiance ne se récupérait pas en quelques jours de présence. Elle devait être reconquise, pas à pas. Un après-midi, Rodolphe apporta des livres de la bibliothèque de la maison. « Vous avez dit que vous aimiez lire, mais n'avez pas eu beaucoup d'opportunités. J'ai choisi quelques-uns que je pense que vous pourriez aimer. » C'étaient des romans d'Honoré de Balzac, de la poésie de Lamartine, et même des traductions de Jane Austen. Hélène fut réellement touchée. C'était le premier cadeau qu'il lui donnait de sa propre volonté. Elle commença à lire pour le bébé toutes les nuits avant de dormir. Une nuit, Rodolphe passa dans le couloir et entendit sa voix à travers la porte entr'ouverte, lisant de la poésie d'une voix douce. Il s'arrêta pour écouter. Adossé au mur, un petit sourire toucha ses lèvres pour la première fois depuis des années. Peut-être y avait-il de l'espoir, après tout. Madame Josette venait presque quotidiennement maintenant. Hélène était enceinte de 8 mois. L'accouchement pouvait avoir lieu à tout moment. La sage-femme remarqua la présence de Rodolphe et approuva. C'est bien que le père soit là. Le bébé sent quand les parents sont unis. Cela facilite la naissance. Rodolphe rougit à ce commentaire, mais ne contesta pas. Ce fut une nuit de mi-septembre qu'Hélène se réveilla avec une forte douleur dans le dos. Elle gémit doucement
essayant de changer de position dans le lit pour soulager l'inconfort, mais la douleur persistait, irradiant vers l'avant, serrant son ventre par vagues. Son cœur s'emballa. Serait-ce le travail qui commençait? Elle se leva avec difficulté, alluma la lampe à pétrole de main tremblante. Il fallait appeler quelqu'un. Bénédicte, Madame Josette, mais c'était l'aube. Tout le monde dormait. Elle marcha jusqu'à la porte, mais une autre contraction la frappa plus fort. Elle s'agrippa au montant, respirant difficilement. Ce fut alors qu'elle entendit des pas précipités dans le couloir. La porte s'ouvrit et Rodolphe apparut, ne portant qu'un pantalon et une chemise mi-ouverte, les cheveux en désordre. « J'ai entendu des bruits. Tout va bien ?» Il vit Hélène pâle, agrippée à la porte, et comprit immédiatement. « Oui, haleta Hélène, le bébé, il commence. »« Je ne sais pas, » haleta Hélène. « De fortes douleurs, ce sont peut-être des contractions ou de fausses douleurs. Madame Josette a dit que cela arrivait parfois à la fin. » Rodolphe n'hésita pas, passa son bras autour d'elle, l'aidant à retourner au lit. « Je vais chercher Bénédicte et faire appeler Madame Josette immédiatement. » Mais Hélène agrippa son bras. « Ne me laissez pas seul, s'il vous plaît. » Il vit une peur véritable dans ses yeux, une vulnérabilité complète, et quelque chose en lui se brisa. « Je ne vous laisserai pas !» Il cria pour Bénédicte à travers la porte, puis revint auprès d'Hélène. Il lui tint la main pendant qu'une autre contraction arrivait. Elle serra fort, ses ongles s'enfonçant dans sa peau. Il ne se plaignit pas. Bénédicte arriva en courant, évalua rapidement la situation. « Je vais chercher Madame Josette. Monsieur Rodolphe, restez avec elle, ne la laissez pas seule. » Et elle sortit précipitamment. Rodolphe resta debout à côté du lit, tenant toujours la main d'Hélène, ne sachant quoi faire, ni quoi dire. « Tout ira bien, » tenta-t-il de la rassurer, mais sa voix était incertaine. « Vous avez peur ?» observa Hélène entre les contractions. « Je suis terrifié, » admit-il honnêtement. « Mais je vais rester. Je promets que je resterai cette fois. » C'était une promesse simple, mais elle signifiait tout. Hélène la sentit. Des larmes s'échappèrent du coin de ses yeux. Ce n'étaient pas seulement des larmes de douleur physique, mais de soulagement émotionnel. Il était là. Il était enfin là. Madame Josette arriva une demi-heure plus tard, apportant sa sacoche de sage-femme. Elle examina Hélène attentivement, posa des questions sur les contractions, palpa son ventre de mains expertes. Finalement, elle annonça: « Ce sont des contractions de Braxton Hicks, de fausses douleurs. Cela arrive souvent dans les dernières semaines. Le corps se prépare, mais le bébé n'est pas encore prêt à naître. » Hélène ressentit un mélange de soulagement et de frustration. Soulagement parce qu'elle n'était pas encore vraiment en travail. Frustration parce qu'elle voulait que tout se termine rapidement, que le bébé naisse en bonne santé, que l'attente se termine. « Combien de temps encore ?» demanda-t-elle. « Des jours, peut-être une semaine ou deux, le bébé vient quand il est prêt, » répondit sagement la sage-femme. Après que Madame Josette fut partie, laissant des instructions de repos et de tisane calmante, Rodolphe resta dans la chambre. Le ciel commençait à s'éclaircir à travers les fenêtres, annonçant un nouveau jour. « Vous devriez vous reposer, » dit-il à Hélène. « Vous aussi, » répondit-elle, mais aucun des deux ne bougea. Quand elle a dit que c'était de fausses douleurs, commença Rodolphe hésitant, j'ai ressenti un soulagement si grand que j'ai réalisé quelque chose. Ce n'est pas seulement de la peur que je ressens, c'est aussi de l'espoir. L'espoir de connaître ce bébé, de le tenir dans mes bras, d'être un vrai père cette fois, pas seulement un fantôme de père qui n'a jamais existé. Hélène sentit son cœur se réchauffer. « Vous serez un bon père, Rodolphe, quand vous vous permettrez de l'être. » Il s'assit au bord du lit, plus proche qu'il ne l'avait été depuis son retour. « Comment pouvez-vous être si sûr de moi, de tout ? Parce que je vous ai vu changer, je vous ai vu essayer, et c'est déjà plus que ce que beaucoup d'hommes feraient. » Rodolphe prit sa main, l'observant longuement. C'était une petite main, calleuse du travail, mais forte. Une main qui avait administré le domaine, qui avait cousu des trousseaux, qui avait touché le ventre où grandissait leur fils. Il la porta à ses lèvres et l'embrassa doucement. Ce fut un geste de pure tendresse.
sans arrière-pensée. « Merci, murmura-t-il, de me donner la chance d'être un homme meilleur. » Une semaine plus tard, le 24 septembre, une violente tempête s'abattit sur le Val-de-Loire. Elle commença à midi avec un vent fort qui courbait les arbres, arrachait les tuiles. Bientôt vinrent des éclairs qui déchiraient le ciel, des tonnerres qui secouaient les fenêtres, une pluie torrentielle qui transformait les chemins en rivières de boue. Hélène était dans la salle de couture, terminant les derniers détails d'une couverture pour le bébé, quand la première contraction réelle la frappa. C'était différent des fausses douleurs. Celle-ci était profonde, viscérale, indubitable. Elle laissa tomber l'aiguille, respirant à travers la douleur. Quand elle passa, elle appela Bénédicte d'une voix qu'elle essayait de garder calme. « Je crois que c'est pour cette fois, pour de vrai. » Bénédicte regarda par la fenêtre la tempête dehors et fronça les sourcils, inquiète. « Je vais chercher Madame Josette. »« Et Rodolphe » ajouta Hélène. « S'il vous plaît, trouvez Rodolphe. » Il était dans les exploitations agricoles quand la tempête commença, supervisant les travailleurs qui couvraient les cultures. Un contremaître fut envoyé à cheval, revenant tremper une demi-heure plus tard avec Rodolphe. Il entra dans la maison comme une tempête humaine, dégoulinant d'eau, les cheveux collés au front, mais les yeux cherchant Hélène immédiatement. « Où est-elle ?»« Dans sa chambre, monsieur le baron. Les contractions ont commencé il y a 1 heure, » informa Bénédicte. Rodolphe monta les escaliers 2 par 2, entra dans la chambre et vit Hélène marchant d'un côté à l'autre, une main appuyée sur son dos, le visage contracté par la douleur. Quand elle le vit, elle tenta de sourire. « Vous êtes tout mouillé. »« Je le suis, n'est-ce pas ?» approuva-t-il en s'approchant. « Comment allez-vous ?»« Effrayée, » admit-elle, « mais prête. » Une autre contraction vint, et Hélène se courba en gémissant. Rodolphe la soutint, la laissant s'appuyer sur lui. Quand elle passa, il l'aida à s'asseoir dans la chaise à bascule. « Madame Josette a été appelée ?»« Oui, mais avec cette pluie, je ne sais pas combien de temps cela prendra, » répondit Hélène. Comme en réponse, ils entendirent un coup fort à la porte principale. Madame Josette entra comme une force de la nature, trempée mais déterminée. « Le bébé n'attend pas le beau temps, » déclara-t-elle en enlevant sa cape mouillée. Elle monta à la chambre d'Hélène, évalua rapidement la situation. Début du travail, cela va prendre encore du temps. Les premiers enfants sont lents. Mais elle parla avec une tranquillité encourageante. Tout va bien. Le corps sait ce qu'il faut faire. Elle envoya Bénédicte chercher de l'eau chaude, des draps propres, des serviettes. Elle instruisit Hélène de continuer à marcher entre les contractions, ce qui aidait le bébé à descendre. Rodolphe resta dans la chambre contre toutes les conventions sociales qui disaient que les hommes ne devaient pas assister aux accouchements. « Si madame veut que je sorte, » commença-t-il. « Non, » dit Hélène fermement. « Restez. » Les heures s'étirèrent. La tempête dehors continuait de faire rage. Les éclairs illuminaient la chambre de lueur blanche. Le tonnerre grondait. À l'intérieur, Hélène menait sa propre bataille. Les contractions venaient plus fortes, plus proches. Elle marchait, respirait, gémissait, s'agrippait à Rodolphe quand la douleur devenait insupportable. « Je n'en peux plus », pleura-t-elle après 6 heures. Elle était épuisée, la sueur trempant sa chemise de nuit, les cheveux collés à son visage. « Vous pouvez tenir », l'encouragea Madame Josette. « Vous êtes forte, encore un peu. » Rodolphe essuyait son visage avec un linge humide, murmurait des mots d'encouragement, restait ferme, même quand il voyait la souffrance dans ses yeux. Vers 8 heures du soir, quand la tempête commençait enfin à s'apaiser, Madame Josette examina Hélène à nouveau. « C'est l'heure. Vous devez pousser maintenant. » Le docteur Bernard avait été appelé, mais n'avait pas pu arriver à cause des routes impraticables. Il n'y aurait que Madame Josette, Bénédicte et, chose inhabituelle, Rodolphe. Hélène fut aidée à se mettre au lit. Madame Josette se positionna au pied, Bénédicte d'un côté tenant une main d'Hélène, Rodolphe de l'autre. « À la prochaine contraction, poussez de toutes vos forces », instruisit la sage-femme. La contraction vint comme une vague géante.
Hélène cria, poussant, serrant les mains de Bénédicte et Rodolphe, avec une force qui brisait presque les os. « Encore, poussez !» commanda madame Josette. Hélène obéit, rassemblant des forces qu'elle ne savait pas posséder. Une fois, deux, trois. « Je vois la tête. Encore une fois. Allez !» Rodolphe regarda un instant, vit le sommet de la tête du bébé commencer à apparaître et sentit des vertiges, mais se força à rester ferme. Hélène avait besoin de lui. Avec un cri venu du fond de l'âme, Hélène fit un dernier effort. Elle sentit le bébé glisser hors d'elle, dans une sensation indescriptible de soulagement et d'étrangeté. Pendant une seconde, il y eut un silence absolu, suspendu dans le temps. Puis, un cri fort, indigné, parfait. Le bébé était vivant, il pleurait, il était là. « C'est un garçon !» annonça madame Josette, triomphante, en levant le bébé, encore relié par le cordon ombilical. Il était petit, rouge, couvert de vernis blanc, agitant de petits bras et des jambes fines dans l'air. Le cri était une musique céleste. Hélène s'effondra contre les oreillers, pleurant de soulagement et de joie. « Mon fils, mon garçon !» Madame Josette coupa le cordon, nettoya rapidement le bébé, l'enveloppa dans une couverture propre. « Parfait. 10 doigts aux mains, 10 aux pieds, poumons forts. » Elle plaça le bébé dans les bras d'Hélène. Le garçon cessa de pleurer immédiatement en sentant la chaleur de sa mère, ses minuscules yeux essayant de se fixer sur son visage. Hélène regarda son fils avec un amour si intense qu'il lui faisait mal. Il était parfait. Il avait des cheveux sombres comme son père, un petit nez retroussé, une bouche minuscule faisant la moue. « Bonjour, mon petit, » murmura-t-elle. « Enfin, je te connais. » Le bébé fit un petit bruit, comme s'il répondait. Les larmes coulaient librement sur le visage d'Hélène. Mais c'étaient des larmes de pur bonheur. Rodolphe était immobile, complètement paralysé. Il regardait le bébé avec une expression de totale admiration et de terreur. Madame Josette le remarqua. « Voulez-vous tenir votre fils, monsieur ?» Il secoua la tête violemment. « Je ne peux pas le blesser. Il est si petit. »« Vous ne le blesserez pas, » dit Hélène doucement. « Venez rencontrer votre fils. » De main tremblante, Rodolphe s'approcha. Hélène ajusta le bébé dans ses bras, puis le transféra doucement dans les bras du père. Rodolphe le reçut comme s'il était fait de verre, avec une prudence excessive, le corps raide de nervosité. Le bébé pesait presque rien. Il tenait entièrement entre ses avant-bras. Et puis, les yeux du garçon s'ouvrirent. Ils étaient couleur miel, exactement comme ceux d'Hélène. Père et fils se regardèrent pour la première fois. Quelque chose de fondamental changea dans l'univers de Rodolphe à cet instant. Tous les murs qu'il avait construits autour de son cœur s'écroulèrent d'un coup. Toute la peur, toute la froideur, tout s'évapora. « Bonjour, mon fils, » murmura-t-il, la voix étranglée. « Je suis votre père. Pardon d'avoir mis si longtemps à être là. » Le bébé fit de petits bruits. Une minuscule main s'échappa de la couverture et agrippa le doigt de Rodolphe. La prise était étonnamment forte. Rodolphe sanglota. Les larmes qu'il avait retenues pendant une décennie tombèrent enfin librement. « Il est parfait », réussit-il à dire. « Parfait ». Il regarda Hélène, la femme qui venait de passer des heures dans l'agonie pour amener ce miracle au monde, et la vit avec des yeux complètement nouveaux. Ce n'était plus l'épouse arrangée, l'obligation incommode, la substitut d'un fantôme. C'était Hélène, mère de son fils, femme extraordinaire qu'il ne méritait pas, mais qui était là malgré tout. « Merci, » lui dit-il. « Merci de ne pas avoir renoncé à moi, à nous, à ce bébé. Merci d'être forte quand j'ai été lâche. » Hélène sourit, épuisée mais radieuse. « Nous sommes une famille maintenant, pour de vrai. »« Nous le sommes, » approuva-t-il, lui rendant le bébé avec précaution. « Une famille. » Madame Josette termina les soins post-partum, s'assurant qu'Hélène allait bien. Ce fut un bon accouchement, sans complications. Madame a besoin de se reposer maintenant. Le bébé a besoin de téter bientôt. Elle enseigna à Hélène à positionner le bébé pour l'allaitement.
Le garçon prit le sein avec une facilité surprenante, tétant vigoureusement. Madame Josette et Bénédicte partirent finalement, laissant des instructions de soins, mais assurant qu'elles reviendraient le matin. La baronne Constance apparut brièvement, vit son petit-fils pour la première fois, et pour la première fois depuis des années, sourit sincèrement. « Un héritier Beaumont », dit-elle avec satisfaction. « Bienvenue, mon garçon. » Elle toucha la tête du bébé avec une rare tendresse, puis se retira pour laisser les parents en privé. Rodolphe resta dans la chambre, approcha une chaise du lit, s'assit pendant qu'Hélène essayait de se reposer entre les tétées. Le bébé dormait dans le berceau à côté du lit, faisant de petits bruits. Rodolphe ne pouvait s'empêcher de le regarder. Chaque respiration, chaque mouvement minuscule était un miracle. « Vous devriez dormir aussi, » dit Hélène somnolente. « Je n'y arrive pas, » admit Rodolphe. « J'ai peur que si je ferme les yeux, je me réveille et découvre que ce n'était qu'un rêve. »« Ce n'est pas un rêve, » assura-t-elle. « C'est réel, il est réel. » Elle tendit la main et Rodolphe la prit, entrelaçant leurs doigts. Ils restèrent ainsi connectés, tandis qu'au dehors, la dernière pluie de la tempête tombait doucement. « Comment allons-nous l'appeler » demanda Rodolphe. Ils n'avaient pas discuté des prénoms, une autre conséquence de leur éloignement. Hélène réfléchit un instant. « Que diriez-vous de Jacques ? C'était le nom de mon père. » Rodolphe considéra. « Jacques Beaumont, cela sonne bien, mais peut-être Jacques-Henri. Henri était le nom de mon père. Jacques-Henri Beaumont. » Hélène essaya. « Parfait. » Le bébé, maintenant Jacques, se réveilla en pleurant de faim à nouveau. Hélène le prit, le plaça au sein. Rodolphe observa fasciné par sa naturelle, par l'instinct maternel qui semblait inné. « Vous savez déjà exactement quoi faire », commenta-t-il, admiratif. « Je ne sais rien, » rit Hélène. « J'invente au fur et à mesure, mais Madame Josette m'a beaucoup appris. »« Puis-je rester ici cette nuit ?» demanda Rodolphe, hésitant. « Je ne veux pas être inopportun, mais j'aimerais rester près de vous deux. » Hélène sentit son cœur se réchauffer. « Vous pouvez rester. Il y a de la place dans le lit où vous pouvez utiliser le fauteuil. »« Le fauteuil est très bien, » dit-il en s'y installant déjà. Il utilisa le châle de laine comme couverture improvisée. Les jours qui suivirent furent un flou de nuits sans sommeil, de couches interminables, de pleurs inexplicables et de joies profondes. Jacques était un bébé en bonne santé, mais exigeant. Il voulait téter constamment. Il pleurait quand il avait des gaz. Il ne dormait que par courtes périodes. Hélène était épuisée, mais incroyablement heureuse. Rodolphe surprit tout le monde, surtout lui-même, par sa dévotion à son fils. Il apprit à changer les couches, maladroitement. Il tenait Jacques contre sa poitrine, marchant dans la chambre quand il pleurait. Il chantait des berceuses fausses, mais sincères. Les travailleurs du domaine commentaient admiratifs qu'ils n'avaient jamais vu une transformation aussi complète chez un homme. Madame Josette venait quotidiennement vérifier Hélène et le bébé. « Tout va très bien, madame. Le bébé prend du poids, tète bien, et madame se remet rapidement. » Elle regarda Rodolphe avec approbation. « C'est bien de voir un père participer. La plupart des hommes ne veulent rien savoir des soins du bébé. »« J'ai perdu trop de temps loin d'eux, » répondit Rodolphe. « Je ne perdrai plus rien. » Une semaine après la naissance, quand Hélène était plus rétablie, Rodolphe entra dans la chambre avec une expression sérieuse. Il portait des papiers. Hélène sentit son estomac se nouer. Seraient-ce les documents de divorce? Il voulait encore poursuivre cela, mais quand il parla, ce fut quelque chose de complètement différent. « J'ai apporté les documents pour enregistrer officiellement Jacques comme héritier. Mais j'ai aussi apporté ceci. » Il montra un autre papier. « J'ai dissous la documentation de divorce. J'ai parlé avec Maître Antoine. Nous avons tout détruit officiellement. Je ne veux pas divorcer, Hélène. Je veux une famille. Cette famille, si vous m'acceptez. » Hélène sentit les larmes monter. « Êtes-vous sûr? Ce n'est pas seulement l'émotion du moment. J'en suis absolument sûr, dit-il fermement. Je sais que j'ai été un mari affreux jusqu'à présent.
Je sais que j'ai causé une douleur incommensurable, mais si vous me donnez une chance, je passerai le reste de ma vie à compenser. Je serai le mari que vous méritez, le père que Jacques mérite. Vous n'avez pas besoin de compenser, dit Hélène. Vous avez juste besoin d'être présent, de continuer à essayer, d'être vous-même, pas une version parfaite impossible. Rodolphe s'agenouilla près du lit, lui prenant les mains. Puis-je essayer à nouveau? Puis-je essayer d'être un vrai mari cette fois? Oui, répondit-elle simplement. Oui. Rodolphe embrassa les mains d'Hélène avec révérence, puis se leva et pour la première fois depuis le mariage, l'embrassa sur les lèvres. Ce fut un baiser doux, tendre, plein de promesses. Quand ils se séparèrent, tous deux pleuraient et souriaient en même temps. « Je vais changer mes appartements pour ici, » dit-il. « Si vous êtes d'accord, je veux me réveiller à vos côtés. Je veux être ici quand Jacques pleurera au milieu de la nuit. Je veux faire partie de cette famille à tous égards. » « Je suis d'accord, » dit Hélène, « mais il faudra supporter un bébé qui pleure toute la nuit. »« Je le supporterai avec plaisir, » assura-t-il. Cette nuit-là, pour la première fois, Rodolphe dormit aux côtés d'Hélène, non pas comme une obligation conjugale, mais comme un vrai mari et une vraie épouse. Jacques dormait dans le berceau entre les tétés, et quand il se réveillait en pleurant, tous deux se levaient ensemble. Rodolphe prenait le bébé, changeait la couche si nécessaire, puis le donnait à Hélène pour l'allaiter. C'était une vie chaotique, fatigante, parfois frustrante, mais c'était la vraie vie, vécue ensemble. Les jours se transformèrent en semaines. Jacques grandissait visiblement, gagnant des joues rondes, passant plus de temps éveillé à observer le monde avec des yeux curieux, couleur miel. Il reconnaissait ses parents, souriait quand il voyait leur visage. Rodolphe découvrit qu'être père était à la fois terrifiant et merveilleux. Il avait une peur constante de faire quelque chose de mal, de blesser cet être si fragile. Mais il ressentait aussi un amour si intense qu'il pouvait parfois à peine respirer. Voir Jacques lui sourire faisait disparaître tout le reste du monde. Le domaine continuait de prospérer. Hélène et Rodolphe administraient ensemble maintenant, discutant des décisions, combinant leurs talents. Elle avait le sens des gens, lui des chiffres. Elle voyait des besoins qu'il manquait, il voyait des opportunités qu'elle ne percevait pas. C'était une véritable équipe. 2 mois après la naissance de Jacques, par un après-midi ensoleillé de novembre, Rodolphe demanda à Hélène de se promener avec lui dans le jardin. Bénédicte s'occupa du bébé qui dormait profondément. Ils marchèrent jusqu'au banc, sous le jabotier, où ils avaient discuté auparavant. « Il y a quelque chose que je dois faire, » dit Rodolphe quand ils s'assirent. « Quelque chose que j'aurais dû faire il y a des années. » Il sortit de sa poche un petit portrait dans un cadre en argent. C'était un dessin délicat d'une jeune femme belle, aux cheveux clairs et au sourire doux. « C'est Marianne, » dit-il doucement. Hélène regarda le portrait avec curiosité, mais sans jalousie. Elle était belle. « Elle l'était, » approuva Rodolphe, « et je l'ai aimée profondément, mais elle est partie, et pendant des années j'ai utilisé cet amour mort comme excuse pour ne pas vivre, pour ne pas risquer, ne pas sentir, ne pas être vraiment présent nulle part. Mais vous m'avez appris qu'il est possible d'aimer à nouveau, qu'il est possible de construire quelque chose de nouveau sans trahir ce qui est venu avant. » Il lui tint la main de l'autre. « Je vous aime, Hélène. Pas de la même manière que j'ai aimé Marianne, parce que nous sommes des personnes différentes à un moment différent. Mais je vous aime complètement, sincèrement. » Hélène sentit son cœur déborder. C'étaient les mots qu'elle pensait ne jamais entendre. « Je vous aime aussi, Rodolphe, même quand j'étais furieuse, même quand cela faisait mal. Je crois que je commençais déjà à vous aimer. » « Je ne vous mérite pas, » dit-il. « Ce n'est pas une question de mérite, » répondit-elle. « C'est une question de choix et je vous choisis chaque jour. » Rodolphe se leva, marcha jusqu'au petit lac au fond du jardin, resta immobile sur la rive pendant un long moment, tenant le portrait. Puis, il l'embrassa doucement une dernière fois. « Adieu, Marianne.
Merci de m'avoir appris à aimer, mais maintenant je dois vous laisser partir, je dois vivre. » Et il plaça le portrait dans une petite boîte qu'il avait apportée, qui serait rangée au grenier, avec d'autres souvenirs du passé. Il revint vers Hélène, qui pleurait silencieusement. « Ce fut très difficile ?» demanda-t-elle. « Oui, » admit-il, « mais aussi libérateur. Je portais la culpabilité depuis si longtemps, la culpabilité de l'avoir aimée, de l'avoir perdue, de survivre quand elle n'avait pas survécu. Mais Jacques m'a montré que la vie continue, que nous pouvons honorer ceux que nous avons perdus en vivant pleinement. » Un an passa. C'était en août 1895, et Jacques fêtait son premier anniversaire. La grande maison était décorée de fleurs du jardin, de rubans colorés, d'une table dressée abondamment par Bénédicte et les cuisinières. Les travailleurs du domaine, les voisins proches, Madame Josette et le docteur Bernard furent invités. Jacques était potelé et en bonne santé. Il rampait déjà partout. Il se hissait pour se tenir debout en s'agrippant aux meubles. Il balbutiait « maman » et « papa » avec une clarté croissante. Il avait une forte personnalité. Il riait fort quand on jouait avec lui. Il pleurait dramatiquement quand on le contrariait. C'était une pure joie, sous forme de bébé. Pendant la fête, Hélène observait Rodolphe jouant avec son fils sur le sol du salon, faisant des grimaces qui arrachèrent des rires à Jacques. Quiconque verrait cette scène n'imaginerait jamais l'homme froid et distant qu'il avait été. La transformation était complète et sincère. La baronne Constance, assise à côté d'Hélène, suivit son regard. « Vous lui avez fait du bien, » commenta la belle-mère. « Vous m'avez rendu le fils que je pensais avoir perdu pour toujours. » « Il a fait le travail difficile, » répondit Hélène généreusement. « Je lui ai seulement donné l'espace pour qu'il change. »« La fausse modestie ne vous va pas, ma chère, » rétorqua Constance avec un petit sourire. « Vous avez sauvé cette famille. Je ne l'oublierai jamais. » Le soir, après que tout le monde fut parti et que Jacques dormait profondément, épuisé des jeux, Rodolphe et Hélène restèrent sur la véranda à observer les étoiles. Il la tenait dans ses bras, elle appuyait sur sa poitrine, tous deux en paix complète. « Savez-vous ce que j'ai réalisé aujourd'hui ?» dit Rodolphe. « C'est que je suis heureux, véritablement, profondément heureux. Je ne savais pas que j'étais encore capable de ressentir cela. »« Je suis heureuse aussi, » répondit Hélène. « Même avec toutes les difficultés, avec toute la souffrance que nous avons traversée, cela en valait la peine d'arriver ici. Vous souvenez-vous quand je suis venu signer les papiers de divorce ?» demanda-t-il. « Je m'en souviens comme si c'était hier. J'étais si sûr de vouloir tout arrêter, si convaincu que je ne pourrais plus aimer, que je ne voulais pas risquer mon cœur. » Il la serra plus fort. « Merci de m'avoir fait rester, de m'avoir donné la chance de connaître notre fils, de vous connaître vraiment. Merci d'être resté, » dit-elle, « d'avoir choisi de combattre vos peurs au lieu de fuir à nouveau. » Ils restèrent là, enlacés sous le ciel étoilé du Val-de-Loire, écoutant les sons nocturnes du domaine. Les grillons chantaient, le vent soufflait dans les arbres, la vie continuait. À l'intérieur de la maison, Jacques dormait tranquillement dans son berceau, entouré de l'amour de parents qui faillirent ne pas l'être, qui faillirent détruire leur chance de bonheur avant même d'essayer, mais qui finalement choisirent de rester, choisirent d'essayer, choisirent d'aimer. Et ce choix fit toute la différence. Note de l'auteur. Cette histoire nous rappelle que les secondes chances existent pour ceux qui sont assez courageux pour accepter que l'amour n'est pas seulement une passion instantanée, mais un choix quotidien de présence et d'engagement. Que les familles ne naissent pas parfaites, mais sont construites avec patience, pardon et une constante tentative d'être meilleures. Hélène et Rodolphe eurent 3 autres enfants dans les années suivantes, 2 filles et un autre garçon. Le domaine Sainte-Eulalie prospéra sous leur administration conjointe, devenant un modèle de gestion moderne et humanitaire dans la région. Jacques grandit pour être un homme bon et juste, qui apprit des erreurs de son père l'importance d'être présent. Mais c'est une histoire pour un autre jour. Pour aujourd'hui, retenons la leçon. Il n'est jamais trop tard pour recommencer.
Il n'est jamais trop tard pour choisir l'amour, et chaque enfant qui naît apporte avec lui la possibilité de rédemption et de transformation complète. Si vous avez aimé cette histoire, abonnez-vous à la chaîne Amour d'époque. Nous publions chaque jour des histoires émouvantes du passé, et n'oubliez pas de laisser un commentaire. Croyez-vous aux secondes chances en amour? À la prochaine histoire.